que l'on mange. Mais derrière ça, il y a aussi de gros enjeux économiques. Les questions de sécurité dans notre nourriture ont montré récemment que des dérives que l'on n'imaginait pas s'étaient produites dans notre chaîne alimentaire. En marge de ces problèmes que nous laisserons de côté, il y a encore toutes les transformations que l'on fait subir à notre alimentation, donc à notre goût, sans même nous en avertir, nous, consommateurs. Souvent, la recherche travaille pour améliorer ce qu'on nous offre. Mais on peut se demander si parfois elle ne va pas un peu plus loin, voire un peu trop loin. Vérification, nous allons au cœur de l'Auvergne, où se constitue le pôle viande français, qui réunit éleveurs, chercheurs et industriels. Odeur de pommes vertes, assez faible. Odeur épicée, forte. Viens. Il a les mots affectueux de tous les pâtres. Michel Terrier est le berger du goût. Ingénieur à l'INRA, il gère le troupeau expérimental de la station de Theix, près de Clermont-Ferrand. Ici, les brebis et leurs agneaux servent à établir une relation entre la race, les conditions d'engraissement et la nature de la viande. L'un des objectifs, c'est d'arriver à caractériser les types de production pour éventuellement dire que l'agneau français ou l'agneau d'Auvergne se distingue des autres par telle ou telle caractéristique. Dans l'atelier de découpe, chaque morceau de la bête est minutieusement pesé et mesuré sous toutes les coutures, aux fins d'une rigoureuse identification. Mais lorsqu'il s'agit ensuite de procéder à l'analyse sensorielle, aucun appareil ne peut remplacer l'homme. On a l'habitude à l'INRA de solliciter régulièrement des employés de différents services qui se sont formés durant des mois aux techniques de dégustation. Ils comparent ici des viandes d'agneau de 45 et de 65 jours. Il n'est pas question de meilleur ou de moins bon. Il est question uniquement de plus ferme, plus tendre, plus aromatique, moins aromatique. Et ça, c'est une question... Après, si on aime la viande tendre avec peu d'arômes, c'est une question de goût personnel. Ce n'est pas une caractérisation objective du produit. Odeur de beurre, intensité faible. Les chercheurs de l'INRA vont plus loin pour caractériser le goût des viandes. Après en avoir séparé les molécules, ils peuvent, grâce à la technique dite du flairage, associer chacune de ces molécules à un arôme précis. Nous avons déjà identifié au laboratoire des molécules qui ont un arôme typique de mouton, et pourquoi pas, en injectant ces molécules dans des viandes peu aromatisées d'autres espèces animales, on pourrait très bien les faire passer pour de la viande de mouton. Mais à l'INRA, pas question de se livrer à de telles manipulations. En tout cas, pas pour l'instant. LR 3177. Celle-là est plus maigre. Et si elle est plus maigre, elle risque d'avoir moins de goût. On a déjà un certain nombre de résultats qui, par exemple, montrent l'importance des lipides, l'importance du gras dans la flaveur de la viande. On sait que pour qu'une viande ait un goût satisfaisant, il faut un peu de lipides. Une viande trop maigre n'aura pas de goût. On sait, par exemple, qu'un âge d'abattage trop jeune ne favorise pas le goût de la viande. Allez, viens. Viens. Viens là, viens. Viens. L'élevage français souffre encore des conséquences de l'affaire de la vache folle et Jean Puy-Grenier le sait mieux que quiconque. Près de Montluçon, dans l'Allier, il est éleveur de charolais, acheteur de bétail, comme l'indique sa blouse de Maquignon, et surtout vendeur de viande en gros. En pays d'élevage, lorsqu'on parle de beaux quartiers, ce ne sont pas les arrondissements huppés que l'on évoque, mais ça. Aujourd'hui, le consommateur, il veut prendre les côtes de bœuf qui commencent donc au sommet des reins, là, le filet qui est ensuite, le faux filet qui est dessus, toute cette partie est extra tendre. Et le consommateur demain voudra que cette partie-là.
Le problème de Jean Puy-Grenier, comment rentabiliser l'ensemble de la bête? Son idée, redonner au consommateur le goût des morceaux moins tendres qu'il ne sait plus ou ne veut plus cuisiner. Sa solution, élaborer un nouveau produit à partir de ces morceaux dits intermédiaires. Et il a demandé à un institut spécialisé de le mettre au point. Voilà, ça c'est du gîte. C'est un produit qui a été trié ce matin et qui va aller à la DIV. ADIV, Association pour le développement de l'Institut de la viande, créée en 1975 à Clermont-Ferrand avec l'aide de l'État et des collectivités locales, cet institut privé s'est mis au service de l'ensemble des professionnels de la filière. En développant ses propres recherches et en s'appuyant sur celles de l'université et de l'INRA, il réalise à la demande des industriels de nouveaux produits commerciaux, de la conception jusqu'au marketing. Jean Sirami est ingénieur des industries agroalimentaires. Il a été chargé de réaliser le concept de Jean Puy-Grenier. Voilà, donc ici c'est la première étape du process, qui est une étape d'attendrissage. L'attendrissage auparavant était interdit au niveau industriel, il est autorisé depuis quelques années. Ceci dit, il demande un environnement hygiénique important, et ça on arrive à le maîtriser avec le procédé qu'on a mis au point. Le but de l'opération, c'est de donner au produit l'aspect d'une pièce de charolais. Roulé, puis légèrement raidi au congélateur, il est ensuite découpé en tranches épaisses. Et comme l'attendrissage a altéré l'aspect de la viande, il faut lui redonner bonne mine. Alors là, c'est une étape du process qui permet de stabiliser la couleur et de la rehausser. Là, par contre, on ne peut pas vous montrer parce que c'est un petit peu la partie confidentielle de l'affaire. Donc on pourra citer dans quelques années, mais pas maintenant. C'est de la chimie? C'est pas de la chimie, c'est quelque chose de complètement naturel, donc sans risque aucun, mais confidentiel quand même. En fait, le procédé n'a rien de sorcier. Placé dans une ambiance enrichie en oxygène, la viande a repris des couleurs. Voilà, je vais vous montrer maintenant l'analyse sensorielle, où un jury entraîné teste comparativement les produits présents dans le commerce aujourd'hui avec le nouveau produit. Ça permet de comparer la couleur, la texture, la jutosité et le goût également. Entre le rhum steak et cette nouvelle pièce de viande, le jury a tranché. Léger avantage au rhum steak, plus juteux. Fondant charolais, il fallait le trouver, c'est le nom du produit destiné d'abord aux restaurateurs. À 60 francs le kilo, c'est une bonne affaire quand le rhum steak vaut souvent le double. Le chef d'entreprise vise maintenant plus loin. Après d'ultimes mises au point de packaging, il compte bien imposer sa création aux rayons surgelés des grandes surfaces et toucher directement le consommateur. Chez les Puy-Grenier, rien ne se perd. Tout est vendu dans la carcasse et ce que le goût des Français ne saurait accepter, d'autres n'ont pas les moyens de le refuser. Régulièrement, ces bas morceaux de pot-au-feu partent pour la Russie. Précision, avant d'aller plus loin, nous sommes ici dans l'un des hauts lieux de l'agriculture française, à l'Institut national agronomique de Paris-Grignon, en Ile-de-France. C'est là que l'on forme les ingénieurs agronomes, dont près d'1 sur 2 travaillera demain dans l'agroalimentaire. Alors ici, évidemment, il y a une ferme, on y transforme même certains produits. Ils sont là, il faut en tirer parti, donc on les vend. Ici, tout reste simple, mais partout ailleurs, la commercialisation de produits alimentaires est autrement plus compliquée. On réfléchit, on analyse, on observe les consommateurs, on teste les formules et on vous enveloppe tout ça pour mieux vendre. Un exemple, le jambon. Quoi de plus familier que la tranche de jambon? Du bébé au travailleur pressé, tout le monde en mange. Mais quand on s'y intéresse de plus près, on découvre que son goût correspond au prix qu'on y met. Le jambon. Enfin, je ne sais pas si vous voulez sentir, ça sent le jambon.
Chartres, au petit matin. Un hypermarché s'éveille. Autour du rayon charcuterie-traiteur, on s'agite avant l'arrivée des clients. Tous les jours, saucissons, jambons et terrines, fabriqués à l'extérieur, sont livrés sous vide et conservés au frais. Il y a quelques années encore, pourtant, les chambres froides ne servaient pas seulement au stockage. Ici, c'était un laboratoire de fabrication donc, dans les années 70 jusqu'à 80, où toute la fabrication de la charcuterie était faite ici. Mais la fabrication maison ne répondait décidément pas aux normes standards des grandes surfaces. Il a fallu y renoncer. On n'avait pas un matériel adapté vraiment pour faire tous les volumes qu'on avait. Mais ça, vous n'avez pas un peu des regrets de ne plus pouvoir fabriquer ici sur place de façon artisanale? C'est un petit peu. Il est 9h, c'est l'ouverture. Pour appâter les clients, depuis plusieurs années, on cultive ici avec soin le goût du terroir. La personne numéro 41. Au rayon charcuterie, vous ne trouverez que du jambon supérieur. Le magasin a par exemple abandonné depuis 2 ans le jambon façon os. Un jambon trompeur, il n'avait que la forme d'un jambon à l'os et non le goût, puisqu'il cuisait sans son os. Alléchée par les promotions et les dégustations, la cliente se laisse séduire. Le petit goût de frais, ça lui plaît, elle en redemande. Il n'y a que là que je la jette. Moi, j'ai jamais été déçue. Jamais. Surtout à l'os. Est-ce que vous avez acheté chez un charcutier le même jambon? Oui, une fois, mais pas 2. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas bon. Vous pensez qu'il y a du conservateur dans ce jambon à la coupe là? Je pense pas. Non. Il est trop bon. Hein. Parce que sinon, ça se voit quand il y en a. C'est rose, c'est pas joli. Hein. Non, je pense pas. Hein. Merci. Est-il vraiment naturel, ce jambon sous vide? Sur l'étiquette, invisible au regard des clients, on trouve un conservateur, le sel nitrité. On découvre aussi du E301 et des sucres. Le seul conservateur, c'est le sel nitrité. D'accord. Et qu'est-ce que c'est le E301 alors? Le E301, c'est la composition de la saumure, c'est-à-dire c'est la base du sel nitrité. C'est le sel. Quoi. Le E301, c'est du sel. Ouais. Erreur. Le E301, appelé ascorbate de sodium, est un antioxygène artificiel obtenu par synthèse. Cet additif, sans danger pour la santé, empêche la viande de se dégrader au contact de l'air. Pourtant ici, on ne le reconnaît que du bout des lèvres. Un additif, ça se marie mal avec le goût de l'authentique. On est en train de travailler complètement avec les transformateurs, que ce soit petits transformateurs ou industriels, sur l'arrêt complet de ces additifs. Hein, on n'a pas besoin, je dirais, nous, au niveau des rayons à la coupe, du rayon traditionnel, d'avoir des produits qui peuvent être conservés par le client 21 jours, plus de 21 jours, ça ne sert strictement à rien. Le E301, ici, on ne veut surtout pas en entendre parler. Allez, bonne journée. Comme d'habitude, Madame Driol du jambon. C'est du braisé. C'est du jambon maison qu'il a braisé, oui. Alors, c'est combien, Madame Driol? Monsieur et Madame Vaccaro vendent leur propre jambon fabriqué dans leur laboratoire. Un seul jambon par jour depuis 27 ans, un jambon préparé avec amour. Pour que ça soit de la qualité, on va le désosser, on va essayer correctement. On va le déconner tout en laissant également un petit peu de gras, parce que si un jambon, vous n'avez pas de gras, il n'est pas bon, parce que ce qui fait son moelleux, c'est le gras qui va rester autour. Hein? Alors il faut toujours laisser un peu de gras. De façon qu'à la cuisson, ce gras, il pénètre dans la viande. Il va pénétrer. Dégraissé, désossé et dénervé, le jambon est salé délicatement grâce à cette petite pompe. Puis il sera plongé pendant 48 heures dans une saumure naturelle. Bien sûr, cette fabrication artisanale en faible quantité lui coûte cher et lui prend du temps. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Moi, je connais aucun boucher qui fabrique. Je n'en connais pas. Ils achètent tous, ils font tous de la revente. Tous ceux que je connais, j'en connais quelques-uns. Dans le quartier, même aux alentours, et même en province, parce que bon, on a aussi des amis en province, ils ne fabriquent pas. Ils achètent tout fait. Une fois cuit, le jambon est si frais qu'il vaut mieux le vendre dans les 24 heures. Un délai tellement court que les Vaccaro eux-mêmes ont été tentés par le sous-vide, histoire de stocker à l'avance quelques jambons. Ils ont acheté une machine, environ 12 000 francs. L'expérience a tourné court dès le premier essai. Voilà. Votre jambon, il est sous vide.
Donc là, il y a du gaz. Là-dedans, oui, il y a une injection de gaz à l'intérieur. Et la fermeture, ici. Qu'est-ce que ça change au niveau du goût? C'est-à-dire que vous trouvez du gaz dedans, par conséquent, vous avez un léger goût de gaz. Donc, il faut l'ouvrir longtemps à l'avance si vous ne voulez pas le sentir. Alors, les vaqueros ont abandonné la machine à la cave et renoncé définitivement au jambon sous vide. 59 et 60. Ils vendent du jambon de Paris à 99 francs le kilo et du jambon à l'os à 150 francs, c'est cher, bien sûr, mais ils ne changeront pas leur prix. Si vous baissez le prix, c'est à perte. Non, c'est peut-être pas à perte, mais c'est... Vous savez, dans nos métiers, on a un brut à respecter. Et notre comptable, si on baisse nos bruts, il dit ouais, ça va pas, vous vendez pas assez cher. C'est pas une question de... Nous, les petits commerçants, on n'a pas le droit d'être, comme on dit, à râler pas crête. On doit faire du bénéfice. Si on fait plus de bénéfice, ça va pas. Fabricants et clients ont donc fait le choix de la qualité. Ils acceptent d'y mettre le prix. Chez le grand distributeur, l'argument choc, c'est le petit prix. 109 francs le kilo de jambon à l'os, hors promotion. C'est 40 francs de moins que chez notre charcutier, mais c'est plus cher que sur ce petit marché. Nous sommes à Rennes, en Bretagne, pays de la charcuterie. Ici, les habitués ne se laissent pas tromper par un jambon à l'os d'hypermarché. Expérience. C'est pas trop cuit C'est plus sec. Et puis, non, c'est un manque de saveur. C'est la saveur qui n'est absolument pas la même. Il faut, bon, c'est au feeling, hein. Moi c'est au feeling, mais déjà au coup d'œil je le vois, et ensuite au goût je le ressens. D'où vient-il ce petit goût différent? D'une trop longue conservation sous vide, de la présence d'additifs ou bien de la fabrication? C'est en pleine Beauce que Carrefour Chartres fait fabriquer son jambon à l'os. Accompagné par Étienne Depot, le chef de rayon, nous rencontrons Charles Prade, gérant d'une petite entreprise modèle qui travaille dans la tradition, officiellement. Avec Monsieur Depot, on a d'abord vu le côté produit, le côté technique et le côté qualité du produit avant de parler de prix. On a d'abord mis le produit au point et une fois qu'il était au point, après seulement on a parlé de prix. Mais on s'est entendu tout de suite sur le prix. Hors caméra, le fabricant reconnaîtra qu'il utilise un additif, le fameux E301, avant de mettre son jambon à l'os sous vide. Que dire alors des autres jambons, fabriqués ailleurs, vendus moins cher et en plus gros volume? Notre chef de rayon avoue que la saumure est différente. La saumure, elle est injectée par une pompe à multi-aiguilles qui va briser les fibres de la viande et après, on va malaxer le jambon. Ce jambon malaxé, nous l'avons fait goûter à un artisan breton sans lui indiquer ni la nature ni l'origine du produit. Le jambon fait en tonneau déjà? Non mais il est bon, il est bon, là, non, il est bon, hein. Sur ça, on voit un jambon qui est plus humide. Comme nous on n'utilise rien, vous voyez, ça donne un jambon qui est sec. Mettez une tranche à côté, vous allez voir un jambon qui va être humide, qui est saumuré, qui est gonflé à l'eau, hein. C'est de l'eau, hein. Toute l'humidité que vous trouvez dans un jambon, c'est de l'eau, hein. C'est de la saumure qui est injectée, hein. Et qui fait gonfler le jambon. Qui fait gonfler le jambon. Pour qu'il y ait plus de rendement. Ouais, peser un jambon frais et peser un jambon qui a été saumuré, vous allez voir après ce que ça donne. Peut-être faut-il remonter plus loin encore dans la fabrication du jambon pour comprendre la différence de goût. À une vingtaine de kilomètres de Saint-Brieuc, dans la zone industrielle de Lamballe, voici la Copperle, premier groupe porcin français. Il travaille notamment pour Carrefour. Il a signé une charte qualité avec le distributeur. La Copperle regroupe 1500 éleveurs. Parmi eux, Denis Boujard. C'est l'heure de la soupe. De l'eau, des céréales, des protéines végétales et du complément minéral. Ici, les 150 truies et l'unique Vera se reproduisent par insémination artificielle. Ils sont maintenus toute l'année dans ces locaux. Le confort de l'animal en lui-même dans les bâtiments actuellement, c'est aussi bien qu'en plein air. Si vous avez du cochon l'hiver quand il pleut, dans la boue, ou l'été quand il fait trop chaud, il cuit au soleil ou autre, je pense pas que ce soit vraiment meilleure qualité, je pense pas. Donc le fait d'élever un cochon à l'intérieur ou à l'extérieur, ça ne change rien au goût, ça ne fait pas de différence de goût. Comme de nombreux confrères,
Il n'élève plus depuis longtemps des porcs à l'air libre. Il ne se souvient plus du goût du porc fermier. Denis Boujard se soucie plutôt de rester compétitif et de produire une viande saine. Des études scientifiques ont prouvé cependant que l'élevage de porcs en batterie n'a pas d'influence sur le goût de la viande fraîche. Moins d'importance en tout cas que la génétique, l'abattage et le transport. Vous avez une échelle sur le questionnaire avec une extrémité à gauche spécifiée « Je n'aimerais pas du tout » et à droite « J'aimerais beaucoup ». Au fait, les consommateurs savent-ils encore reconnaître le goût d'un produit traditionnel? Une expérience a été réalisée avec du jambon puis du pâté par deux chercheurs, Sylvie Issanchou et Françoise Siret. Sous leurs yeux, 150 testeurs ont dû noter deux pâtés supérieurs, l'un artisanal, l'autre industriel. Première dégustation en aveugle, le pâté industriel obtient la meilleure note. Deuxième dégustation avec étiquette, cette fois, le pâté artisanal porte le nom de terrine dorée au four et c'est lui qui l'emporte. Alors les Français ont-ils perdu le goût du traditionnel? Je dirais pas qu'ils ont perdu le goût parce qu'ils sont capables de les identifier au niveau de leurs caractéristiques sensorielles, dire bah, celui-là est plus ferme, celui-là est moins ferme. Ils arrivent quand même à identifier. Par contre, ils n'ont peut-être plus l'habitude, c'est surtout ça qui a changé, ils n'ont plus l'habitude de consommer ces produits-là. Les produits proposés sur le marché ont évolué, les recettes ont évolué également, et le fait qu'ils n'aient pas l'habitude de les avoir goûtés font qu'ils les apprécient peu. Essayer et comparer le plus de produits possible, rien de tel pour affiner son goût. Et cette éducation commence dès l'enfance. Dans cette salle, on analyse les saveurs. On y a placé par exemple des fromages sous haute surveillance. Température, humidité, tout va jouer sur le goût final. Mais pour le consommateur, il faut encore d'autres garanties. L'appellation, surtout si elle est d'origine contrôlée, est bien sûr la plus forte. Quand on dit par exemple Roquefort ou Crottin de Chavignol, rien qu'en prononçant ces deux noms, il se passe quelque chose, il y a une saveur qui se dégage. Pareil, évidemment, pour le vin qui a donné naissance aux AOC. Beaucoup de bons produits aimeraient bien aujourd'hui se coller cette prestigieuse étiquette qu'une seule volaille a obtenue en France. Cela date de 1957, c'est la Bresse gauloise blanche, autrement dit le poulet de Bresse. Les caractéristiques essentielles, c'est le plumage blanc, les fameuses pattes bleues, hein, c'est-à-dire ardoise mouillée, la crête avec un grain très fin. Si vous passez les doigts sur la crête, vous apercevez qu'en contrairement aux races rustiques, il n'y a pas de granulation, hein, c'est comme une peau de fesse de bébé. L'oreillon blanc et l'œil sombre, l'œil de Vesse. Voilà. Et si on y regarde de plus près, ils ont une très grande longueur de bréchet, ce qui donne des filets très longs. Et une autre caractéristique, c'est la finesse de la peau. Ce lundi matin, le traditionnel marché aux volailles de Louhans célèbre la poule aux œufs d'or. Elle réunit chaque semaine les éleveurs et les gastronomes. La Bresse gauloise blanche règne sur toute la région depuis des lustres. Roland Dams est vétérinaire de formation. Ce collectionneur est un passionné de basse-cour. Chez lui, on trouve toutes les races pures de volailles, les espèces rares qu'il élève et qu'il choisit avec amour. La souche Bresse gauloise blanche est sa préférée. Son goût, écoutez, il faudrait se mettre à table. C'est la minute de vérité. Hein. Dans nos élevages amateurs, vous savez, vous avez vu, il y a un certain nombre de races différentes. Ben, la minute de vérité, c'est l'assiette. Hein. Alors, les autocollants, en fait, par rapport à la dernière fois, on avait convenu de supprimer le mot volaille
au-dessus de Bresse et de supprimer la mention. Ils sont éleveurs, propriétaires d'abattoirs, cuisiniers ou membres de la Chambre d'agriculture. Tous veillent jalousement sur l'emblème de leur région. Leur mission, surveiller la production, la croissance, gérer la commercialisation au sein de leur comité interprofessionnel. Ces hommes sont les gardiens du temple, ils ne laissent rien au hasard. Et les petites capitales derrière. C'est vrai que la volaille de Bresse, ça fonctionne bien. C'est un produit unique qui est copié. Et bon, les éleveurs bressans ont peut-être tendance naturelle à vouloir le protéger en voulant pas y toucher, en ayant peur de rompre un équilibre. C'est un coq, un mâle reproducteur. Sur lui, on prélève la précieuse semence que l'on réinjecte ensuite dans une poule pondeuse. La reproduction par insémination artificielle paraît bien loin de la tradition, mais elle est devenue pratique courante depuis 4 ans. Si on veut un produit, enfin pour nous à notre niveau, un poussin de qualité sanitaire, premièrement, et deuxièmement génétique, il nous faut absolument utiliser ces méthodes-là. Sinon, nous aurions des problèmes, par exemple de consanguinité, qui engendrent directement des tares au niveau du poulet. Pour éviter cette dégénérescence de la race, tous les 20 ans, les ingénieurs du laboratoire réintroduisent du sang neuf grâce à une souche préservée par des collectionneurs comme Roland Dams. On l'appelle la B99, elle a été croisée avec l'ancienne race. Pour protéger le nouveau-né, on le vaccine. Ensuite, on sépare les mâles des femelles grâce à des signes caractéristiques sur les ailes. « 25 000 poussins génétiquement parfaits sortent chaque semaine du laboratoire de sélection, direction les élevages. Chez les Chattards, l'élevage des poulets de Bresse est une affaire de famille. Depuis un demi-siècle, leurs méthodes de travail n'ont pas changé. À 5 semaines, obligatoirement, ils doivent être dehors. Avant, même s'il fait beau. « 9000 poulets pour 40 hectares de prés, une totale liberté où les volailles cohabitent paisiblement avec les charolais. Une race qui prend le temps de grossir au milieu d'un territoire délimité par la loi. C'est une des conditions pour obtenir l'appellation d'origine contrôlée. Mais plus que le terroir bressan, c'est la patte de l'éleveur qui fait la réputation de la Bresse gauloise blanche. C'est un tout. La volaille de Bresse, il n'y a pas que le terroir. Il y a un tout. Il y a l'alimentation, il y a la souche. Et il y a le fait que ce sont des animaux travaillés par petits lots et qui sont en entière liberté. Et par rapport aux poulets fermiers, par exemple? Par rapport aux poulets fermiers, la complémentation d'un poulet fermier, elle est faite, les protéines, elles sont faites avec du soja, alors que la volaille de Bresse, il n'y a pas de soja. Les protéines, ils vont la chercher dehors, ils vont la chercher dans la nature. Une Bresse qui a même ses dissidents, les éleveurs de poulets fermiers. Lorsque Florence et Michel Blanc ont créé le poulet fermier de l'Ain il y a 10 ans, ils ont profité de l'image de la région. À leur début, ils ont essuyé les critiques et parfois le mépris d'une Bresse soucieuse de son identité. Le poulet fermier est abattu à 12 semaines au lieu de 18 pour l'AOC, mais en tant que produit intermédiaire, il reste de qualité, il est plus abordable et sa production a franchi le million d'unités. Là, avec la Bresse, on a un produit qui est quand même différent. On n'est pas sur les mêmes créneaux. Je pense qu'on ne se concurrence pas. Eux ont une AOC, donc nous, on n'a qu'un label, mais on a un produit quand même qui est très très bon. Et on a voulu valoriser ce terroir de l'Ain, donc cette région 1, Bresse, qui est quand même une région à forte connotation au niveau volaille, quoi. On a exploité cette image au maximum, quoi. Et le poulet fermier de l'Ain est un bon produit, puisqu'on a un poulet cou nu, un poulet souche croissance lente, avec un grain de peau très très fin, et on a un bon produit. Voilà. L'appellation d'origine contrôlée est régie par un décret depuis 1957. Cette loi, qui réglemente l'élevage de la volaille, définit très précisément les conditions d'abattage.
Nous sommes à Montrevel, tout près de Bourg-en-Bresse. L'abattage se fait impérativement le matin pour garantir la fraîcheur de la viande. Aucune trace de meurtrissure n'est tolérée et la plumaison de finition est faite par de petites mains. Quant à la collerette, signe distinctif, elle doit être apparente. Un traitement de faveur pour cette volaille que l'on dit royale et qui se permet quelques caprices. Les livraisons de poulet chez les détaillants, par exemple, sont loin d'être régulières. Nous n'avons pas de solution, c'est, je serais tenté de vous dire, le prix à payer pour avoir un produit qui est très naturel. Et nous sommes encadrés par un texte de loi auquel nous devons nous y conformer avec beaucoup de précision. Et c'est la nature qui va faire que le poulet de Bresse arrivera plus rapidement à l'abattoir qu'à d'autres moments de l'année. Jean Verne est un farouche défenseur de l'unique volaille de Bresse. Il mise sur le patrimoine ancestral, il refuse de céder aux pressions et de vendre des poulets découpés, quitte à perdre un nouveau marché. L'idée venait de Georges Blanc et devant le poids de la tradition, le président du comité a dû faire marche arrière. 2 gelées de solilès, 2 soupes sauvages, 2 gâteaux de crabe, 2 homards éclatés, 2 Saint-Jacques au cèpe, 2 poulets G7 et 2 chevreuils. Dans sa cuisine, la volaille de Bresse fait figure de star, synonyme de plaisir pour les Américains, les Japonais ou les Français de passage. Persuadé qu'il faut privilégier la qualité, Georges Blanc revendique l'exception. Il ne faut pas tirer tous les produits vers le bas. Je pense qu'on a connu une époque où c'était le productivisme. Je pense qu'il a montré ses limites avec ce qui s'est passé avec la vache folle. Aujourd'hui, il y a un retour vers des produits de grande qualité où on garantit non seulement la qualité mais aussi la santé des consommateurs. Une santé qui a un prix. Dans le commerce, le poulet AOC de Bresse est bien plus cher que le fermier. Mais un voyage au pays des saveurs, cela se paie. Ce qui est important, c'est d'avoir une belle couverture un peu ombrée sur tous les morceaux uniformément. Voilà. Délicatement rôti au thym, à la crème ou façon G7, la Bresse gauloise se déguste lors des grandes occasions. Elle est à la volaille ce qu'un grand cru est au vin, et c'est pour cela que la production restera confidentielle. Avis aux gourmets. Mais quand on fait ses courses, avouez quand même qu'il y a de quoi se perdre entre les marques, les dates, la composition, les conseils d'utilisation et autres indications, tout ce qu'il n'y a pas encore sur ces yaourts. En plus, comme si ça n'était pas suffisant, les labels prolifèrent. Alors, nous offre-t-il au moins une garantie en matière de goût et de plaisir? Nous sommes aujourd'hui réunis pour notre grand chapitre de préparation du 6e salon des gourmets. Je vous propose de porter un toast immédiatement à ce futur salon. Santé. 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 Vive les goustiers. Je crois que les bons produits, maintenant, on peut les trouver un petit peu partout. Mais encore faut-il les connaître, les reconnaître et naturellement avoir le temps de les apprécier. Parce que le temps est quelque chose de très important aussi. Voilà, c'est également des foires. Il y a plusieurs foires dans notre magasin. La foire en CD, la foire de cassette vidéo. Vous qui aimez les films, eh bien, vous allez pouvoir vous regarder parce que là, il y a vraiment le choix aussi bien pour les enfants. Les courses, la folie du vendredi soir. Prendre son temps, comparer, choisir, c'est un privilège que peuvent s'offrir des gourmets retraités. Mais dans la cohue des caddies, la tâche se complique. Authenticité, saveur, tradition, terroir, la qualité s'affiche à tous les rayons. Pas un produit qui ne s'enveloppe de vertu, les signes bidons fleurissent et côtoient les labels officiels. La vache folle est passée par là. Toute la filière, je dirais, avant le consommateur, a pris d'un seul coup un coup d'électrochoc et on a vu notamment apparaître à ce moment-là toutes les certifications de qualité, toutes les questions de label. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est peut-être ce qui marque l'époque actuelle, c'est le désir, même si la qualité est quelque chose de difficile à définir, le désir d'arriver tout de même à la résumer par des points de repère. Même la grande distribution a créé ses labels maison. Il y a la qualité Auchan, la filière qualité Carrefour ou Casino. Chez Promodes, enseigne Continent, Champion ou Shopee, la qualité s'appelle Reflet de France. Une sélection de 200 produits, de la crèmerie à la pâtisserie. Reflet de France,
dépasse déjà toutes les prévisions de chiffre d'affaires. L'objectif prioritaire, c'est de rassurer le client en cette période perturbée de crise de la vache folle et des organismes génétiquement modifiés. Et c'est aussi répondre à une réelle attente consommateur. Le consommateur aujourd'hui recherche davantage de goût après des années d'insipides et de produits standardisés. On nous parle de la production intégrée des cultures et de... Derrière cette porte, le marketing, ce n'est pas la priorité. Une fois par mois, producteurs agricoles, consommateurs, restaurateurs se réunissent au ministère de l'Agriculture. Après de longues discussions, parfois animées, ils attribuent ou non le label rouge, seul signe officiel de qualité supérieure, depuis 37 ans. Je vous propose que nous prenions maintenant le dossier numéro 19, qui concerne un label lapin. Ici, on croule sous les dossiers. La commission en a examiné 25 en 1994, 100 cette année, 4 fois plus. Pas de séance de dégustation, les tests ont été effectués en laboratoire. On ne peut pas accepter un produit qui soit inférieur à un produit qui a une bonne réputation sur le marché. Il doit être supérieur ou au moins égal, parce que quelquefois il est difficile d'être supérieur. Il y a des très bons produits qui ne sont pas labellisés sur le marché, je crois qu'il faut... C'est vrai, mais par contre, un produit label est en tout état de cause au moins aussi bon que celui-ci. Dans ce document, par exemple, destiné aux éleveurs de bovins, les critères requis pour obtenir le label rouge. Tout y est notifié en 45 pages. La liste des aliments autorisés, la surface de pâture par tête, au moins 0,3 hectares, la nature de la litière, exclusivement de la paille, les conditions d'abattage, sans stress et dans une ambiance calme. Même le transport des animaux vers l'abattoir est réglementé. La conduite du chauffeur du camion doit être souple. Je me rappelle plus ce que je prenais. Du jumeau. Non. Du paleron. Du paleron, oui. Voilà. Une liste d'exigences qui se paie. 2 exemples. 110 francs le kilo de rumsteak label rouge. À quelques mètres de là, en catégorie standard, vous le trouvez à 87 francs 50. Au rayon poulet, les différences de prix sont encore plus spectaculaires. 12 francs 90 le kilo pour un poulet bas de gamme, 37 francs 90 pour un poulet label rouge, 300% d'écart. Bien manger est un luxe. Vous aurez de plus en plus de produits où on apportera très peu d'attention, qui seront des produits bon marché, qui correspondront au budget de familles en difficulté ou ayant peu de moyens. Et puis vous aurez des produits de plus en plus élaborés qui seront des produits destinés aux gens qui auront des moyens financiers plus importants. La qualité garantie par une étiquette, méfiance. Nous sommes à la ferme du Pré dans l'Oise, une usine. Chaque année, 110 millions d'œufs passent au détecteur de fêlure. Le procédé vient d'être mis au point. Ici, pas de label rouge, mais un autre signe officiel, attribué lui aussi par la commission des labels, à tout certifié qualité. Il ne signale pas une qualité supérieure, mais simplement une ou plusieurs caractéristiques que le producteur a choisi de promouvoir. Ces œufs, par exemple, l'industriel s'y est engagé, seront sur le marché 48 heures après la ponte. Les autres aussi d'ailleurs, mais ils n'afficheront pas le logo. Ce serait mentir que de dire qu'il y a une différence. Il n'y a pas de différence de goût. Il y a, dans un cas, la garantie que les promesses, que les engagements sont tenus, c'est vérifié. L'organisme certificateur s'assure que tout est bien respecté. Sous la coquille donc, uniquement de l'extra frais. Pourtant, les œufs certifiés se vendent plus cher. Un surcoût d'environ 10 centimes à l'unité en grande surface. La différence de prix ? Le contrôle. Frédéric Chaumeil travaille pour Qualité France, un organisme agréé par l'État, chargé de veiller au respect des engagements des producteurs. Prélèvement, analyse, test de fraîcheur, elle intervient 4 fois par an. Pour l'entreprise, la facture s'élève à 200 000 francs. Et oui, c'est l'entreprise qui paie les contrôles. C'est pareil pour les labels rouges. Alors, indépendant ? Comment répondre à cette question? Elle pourrait être effectivement à double tranchant. Cela étant dit, l'organisme certificateur est d'autant plus indépendant qu'il certifie un nombre important de produits. Par ailleurs, un organisme certificateur qui est lui-même contrôlé par les pouvoirs publics, accrédité par le Comité français d'accréditation, ne peut pas se permettre de délivrer une certification à un produit qui ne correspondrait pas aux caractéristiques qui sont annoncées. Ce serait pour lui revenir à scier la branche sur laquelle il est assis. Au rayon fromage, le signe de qualité en vigueur, c'est AOC, appellation d'origine contrôlée. 36 fromages peuvent en bénéficier. Comme pour les vins, l'appellation d'origine contrôlée célèbre un terroir et le savoir-faire des hommes.
Pourtant, dans cette cave d'affinage parisienne, où le fromage prend le temps de s'épanouir, on se méfie de ceci. Certes, les AOC sont distribuées moins généreusement qu'il y a quelques années, mais pour les puristes, elles ne sont pas toujours synonymes de saveur et de qualité. Par exemple, le camembert, le véritable camembert de Normandie, puisque camembert est un nom générique, est une AOC. Mais quand vous pensez que, je n'aurai pas le pourcentage, mais la plupart des camemberts AOC sont fabriqués au robot mouleur, ça vous laisse songeur. Parce que quand la main de l'homme n'intervient pas, c'est quand même épouvantable. Si on veut défendre correctement nos appellations d'origine, ce sera qu'avec une certaine rigueur et apporter de la qualité aux gens. Ça ressemble à une cuisine, c'est un laboratoire. À Massy, en région parisienne, la suspicion est de rigueur. Y a-t-il dedans ce qu'il y a écrit dessus? Au service produits carnet de la répression des fraudes, on vérifie les qualités affichées sur les produits. Les spécialistes parlent d'allégation. La dénomination pur bœuf est facilement contrôlable. Il suffit de rechercher les espèces de viande mises en œuvre ainsi que l'absence de protéines végétales. Moins de 15% de matière grasse, c'est facile? Le taux de lipides est une détermination que nous faisons en routine dans le laboratoire. Fabrication artisanale? Cette allégation n'est pas contrôlable sur le produit fini. D'une finesse et d'un goût rare? Ah, pas du tout. Ça, c'est des allégations nutritionnelles que nous ne pouvons pas contrôler. Ouais, c'est beau, c'est beau. C'est le premier jour où tu en as des oranges? Il y a deux façons de faire ses courses. La première, choisir le produit. C'est facile quand on s'appelle Guy Savoie, célèbre restaurateur. À Rungis, il sent, il goûte, il touche et choisit le meilleur sans trop regarder à la dépense. C'est plus difficile pour le consommateur, car lui se trouve le plus souvent face à une étiquette. La lire, la traduire, la comprendre, un vrai casse-tête. Aujourd'hui, les associations de consommateurs réclament une diminution du nombre de signes de qualité pour simplifier l'accès au bon goût, à défaut de le rendre plus abordable financièrement. Quand on est dans une étable comme ici, on ressent peut-être un peu plus qu'ailleurs le désir de manger des produits sains et naturels auxquels on prête évidemment un meilleur goût. Le désir de consommer ces aliments issus de l'agriculture biologique est devenu une motivation importante d'achat au point que tout le monde s'y met dans la distribution. Le bio fait recette, la demande dépasse l'offre et on s'interroge. La France en effet n'est-elle pas en train de rater le coche ? Le bio, c'est la logique, moi je dis. C'est pas qu'il ne devrait pas y avoir d'autres commerces, d'autres choses. Ça, on devrait tout être bio, quoi. Je comprends pas qu'on arrive à faire des manipulations sur des animaux sans que ça soit même à la limite testé. On risque de perdre la vie des gens, quoi. Hein, quand on voit des problèmes de faire manger de la morora à des bêtes pour les rendre les muscles plus rouges, je dis c'est de la débilité, ça devient un truc de fou. Les vaches de la famille Dorin ne prennent pas leurs vitamines en poudre ou en piqûre, mais dans les germes de graines d'orge et de pois cultivés en bio. Jacques Dorin, le père, les fait germer lui-même dans un hangar de sa ferme. Toute son exploitation à Beaumont, près de Châtellerault dans la Vienne, est en bio. Il a pris sa décision il y a 30 ans. Il me prenait vraiment pour un farfelu, quoi. Parce que surtout qu'en 68, c'était les années où l'agriculture, au contraire, fallait mettre pas mal d'engrais pour avoir des rendements. Alors que moi, je faisais l'inverse, quoi. À l'époque, comment est-ce que vous arriviez à commercialiser vos bêtes? Est-ce que les circuits existaient? Les céréales, oui, mais pas les bêtes. Alors justement que ça me faisait un peu mal au cœur d'élever nos bêtes en bio et puis des ventes dans le traditionnel. Tout naturellement, Jackie, le fils, continue l'exploitation en agriculture biologique. Seul est autorisé pour la culture l'emploi de produits d'origine animale, végétale ou minérale. Pas de produits chimiques de synthèse. Les animaux mangent ce qui est récolté sur la ferme et sont soignés à l'homéopathie. Aujourd'hui, ils sont payés plus cher que les bêtes conventionnelles. La famille vit mieux. Financièrement, je pense que c'est à peu près équitable. Mais moralement, je pense que oui, parce que on n'a pas le souci de polluer l'environnement. Déjà, je pense que si mes enfants peuvent continuer derrière moi, s'ils en ont envie, eh bien, je pourrais leur restituer les terrains comme je les ai empruntés. Le dernier né de la famille Dorin, Florian, 1 mois et demi,
verra peut-être le troupeau familial finir au rayon boucherie bio des hypermarchés. Cette révolution est en marche. Depuis peu, la grande distribution s'intéresse de très près à ce produit d'exception, presque confidentiel. Après l'avoir fait tester à ses clients en région parisienne en automne 1995, elle a étendu l'opération au pays entier. Cet hypermarché de Vélizy, le premier en France par le chiffre d'affaires, vend 1,5 tonne de bœuf bio certifié par semaine. Plus de 20 000 chariots y passent chaque samedi. Les éleveurs bio se voient ouvrir ainsi des perspectives inattendues. Ils ont été étonnés. Ça a été un travail d'explication, d'information sur notre politique, sur notre volonté en la matière, des réunions avec les éleveurs, avec les groupements d'éleveurs pour expliquer que le produit et le projet nous intéressaient et que cela permettrait très certainement de mieux valoriser leur production. Le bio a le vent en poupe. Un rayon bio est un plus pour l'image d'une boucherie d'hypermarché. Et les consommateurs en redemandent. Dans la vie courante, on mange de la viande tous les jours, donc je ne vois pas pourquoi les supermarchés ne pourraient pas vendre ce genre d'aliments. Est-ce que vous accepteriez de la payer un petit peu plus cher qu'elle n'est actuellement? Un peu plus cher. Déjà, on la paye plus cher que les autres viandes de bœuf. Ça vous gêne? Non, je préfère en manger moins et manger quelque chose de correct. Voilà. Loin de Paris, cette petite maison, presque comme les autres, abrite une supérette du réseau traditionnel Biocop. Alors, ce sont des tartines de caviar d'aubergine avec de l'huile d'olive et de l'ail. C'est une recette traditionnelle du Moyen-Orient à l'origine. La gamme s'étend rapidement. Les rayons s'enrichissent de produits transformés. Comme dans le réseau traditionnel, les clients dégustent les nouveautés proposées par les producteurs lors d'opérations de promotion. Ici, encore plus qu'ailleurs, les consommateurs sont très attentifs. Avec du sucre et confiture traditionnelle. J'essaie de manger bio autant que faire se peut. C'est pas évident, mais bon. Parce que d'abord, j'ai vécu à la campagne, j'ai été habituée à une nourriture saine chez mes parents. Je suis omnubilée par les pesticides. Je suis tout à fait contre ces traitements chimiques qu'on nous impose dans la nourriture traditionnelle. Et donc, voilà. Trouvez-vous que les aliments ont un goût différent des aliments conventionnels? Pour le lait, oui. Le lait, c'est... Alors là, vraiment, on a l'impression qu'on vient de traire la vache. Et le lait a vraiment très, très bon goût. Pour le reste, pas forcément, non. Le Poitou-Vert, installé à Poitiers depuis 10 ans, appartient au réseau Biocop. Il réalise plus de 4 millions de francs de chiffre d'affaires avec 600 clients, dont seulement un tiers de militants. Biocop, c'est 160 points de vente en France. Une centrale d'achat avec 3 plateformes de distribution, à Rennes, à Cabannes dans les Bouches-du-Rhône et à Port-Sainte-Marie en Lot-et-Garonne. C'est vraiment une notion de filière, du producteur au consommateur, et que tous les acteurs soient respectés. C'est le respect du producteur et qu'il ait un minimum des conditions pour vivre et que ces produits soient achetés à juste prix. Mais en respectant aussi des marges au niveau de la revente, on est limité en marge pour permettre aussi des prix accessibles à plus grand nombre. C'est pas le même fournisseur, vous avez Les Clés Rouges ou France. N'importe. L'engouement pour le bio est à l'origine de création d'emplois et parfois dans des conditions étonnantes. Dominique Bourdin est venu au métier il y a 6 ans. Il est boulanger sans boutique dans un hameau des Deux-Sèvres. Il livre son pain au réseau traditionnel des boutiques bio. Pain de seigle, pain d'épeautre ou au sésame, il n'a pas de problème pour écouler sa production. Le goût du pain vient surtout, dit-il, de son propre tour de main. Le fait qu'il soit biologique n'apporte pas, en fin de compte, au niveau de sa saveur, quelque chose de vraiment en plus, quoi. Ce qui est sûr, c'est que c'est une farine qui a été cultivée sans produits chimiques de synthèse. D'autres aussi prennent des risques par conviction. Nous sommes à Saintes, en Charente-Maritime. L'année dernière, en pleine crise de la vache folle, Gérard Macheneau a quitté la boucherie traditionnelle en Auvergne pour ouvrir ici une boucherie bio. Moi, je vais prendre un rôti de porc. Un rôti de porc? Oui. Un filet. 6 morceaux, je vous ai mis. Oui, c'est bon. Dans le conventionnel, je me plaisais plus, quoi. J'étais plus à l'aise de ne pas pouvoir expliquer d'où venait un fouet de veau, pas pouvoir expliquer d'où venait tel morceau. Tandis que là, bon, je travaille des bêtes biologiques qui sont élevées sainement, de façon logique, quoi. Et de A à Z, je connais tous mes morceaux, d'où ça peut provenir. Alors avec ça, ça sera tout. Ça n'a pas le même goût, c'est plus tendre, ça n'a pas la même couleur,
c'est plus goûteux, c'est différent, quoi. C'est vrai que c'est difficile à... Puis on sait d'où ça vient surtout, donc c'est peut-être un peu psychologique, mais c'est ce qui fait la différence aussi, je pense. Vincent David, lui aussi, a choisi de convertir son exploitation. Il est éleveur en Charente-Maritime. Il veut produire autrement. Il est convaincu que le bio, c'est l'avenir. Il faut 2 ans pour passer de l'agriculture conventionnelle au bio. Il en a fallu un de plus, faute d'encadrement. J'ai eu l'aide de collègues agriculteurs biologiques. J'ai fait l'effort d'aller les voir. J'ai fait l'effort à travers des stages quand même au niveau de l'école. J'ai demandé à aller chez des bio. Mais autrement, non, j'ai reçu aucun appui technique de la part des organismes déjà en place. En 1985, l'agriculture française assurait 60% de la production européenne du bio. 10 ans après, elle est tombée à 10%. Pourquoi les autres ont-ils pris de l'avance? C'est une volonté politique. Dans les autres pays européens, notamment les pays nordiques, l'État, les régions, toutes les collectivités locales ont aidé financièrement les agriculteurs. Ils les ont poussés par des mesures incitatives à passer en bio ou à s'installer en bio. Ce n'est pas le cas, ça n'a pas été le cas depuis 10 ans en France. Devant l'importance de la demande et l'insuffisance de l'offre, certains commerçants font déjà pression pour diminuer les contraintes imposées par les cahiers des charges et rattraper le temps perdu. On manque par exemple d'œufs biologiques, faute de céréales pour nourrir les poules. Plusieurs grandes coopératives de l'Ouest aimeraient bien faire assouplir les règles. Mais le succès du bio n'est-il pas dans l'intégrité des produits, dans la sécurité qu'ils garantissent et dans la quête du goût vrai de ce que l'on mange? Sérieusement, je vous fais goûter le Bordeaux bio, là, j'ai trouvé, là, vous allez me dire ce que vous en pensez. Si vous voulez l'apéritif, c'est derrière. À propos, puisque je vous parlais tout à l'heure des labels, sachez que seule la mention AB sur l'étiquette blanche et verte certifie qu'il s'agit bien d'un produit issu de l'agriculture biologique. Voilà, vous l'avez vu à travers tous nos reportages, un peu partout en France, on se mobilise sur le front du goût, même s'il est parfois un peu malmené, il a du monde pour le défendre et c'est tant mieux. Il donne également matière à une littérature abondante. À la preuve par 3, nous avons reçu beaucoup de livres. Nous en avons sélectionné 4. Pour commencer, La France des saveurs. C'est un guide essentiel quand on veut visiter les terroirs et connaître tous les produits qui en sont issus. Ensuite, Les Français à table, un atlas historique de la gastronomie française. On apprend des tas de choses, comme l'histoire, par exemple, de la fourchette, de la place même d'une cuisine dans une maison. Les aliments mythiques qui font les centenaires. Josette Rousselet-Blanc énumère tous les produits sains que l'on peut manger et qui garantissent une certaine longévité. Enfin, pour la bonne bouche, les mots, justement, les mots à la bouche de Daniel Boucher. C'est un cuisinier et il nous offre quelques chapitres délicieux. Le mois prochain, nous vous parlerons du travail et plus précisément, nous verrons comment en France et ailleurs, certains travaillent déjà autrement. À très bientôt.